Bonjour et bienvenue dans mon journal de bord d'une grossesse qui arrive après la perte d'un enfant, épisode 1. Déjà, il faut que je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube et une vidéo long format, donc je ne sais pas comment m'installer, je ne sais pas où me mettre chez moi, je ne sais pas par quoi commencer, mais ensemble, main dans la main, on va y arriver. Avant de vous parler de cette grossesse et du déroulé de cette grossesse, j'aimerais bien vous raconter un peu plus le avant pour vous mettre dans le contexte dans lequel on était au moment de ce nouveau chamboulement. Pour vous remettre dans le contexte de tout ça, il faut retourner en octobre 2025, donc c'est le mois où on a perdu notre bébé. J'étais à 16 semaines de grossesse et un vendredi matin, je me suis levée en sentant que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait que j'aille voir un médecin tout de suite. J'ai donc pris un rendez-vous d'urgence et en arrivant à l'échographie, le cœur de notre bébé s'était arrêté. Donc de là démarre tout un protocole puisque à ce stade de grossesse, il faut accoucher par voie basse. Donc il faut se rendre à la maternité, y passer 3 jours, avoir la péridurale, être en salle de naissance à côté des mamans qui, elles, auront un bébé à la fin. Donc c'est une expérience traumatisante, extrêmement difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Et surtout que pour nous, ça ne s'est pas forcément bien passé, puisqu'à la suite de mon accouchement, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Donc j'ai été emmenée d'urgence au bloc opératoire, en laissant derrière moi, dans cette salle d'accouchement, mon mari déjà abîmé par tout ce qu'on venait de vivre. On s'est très peu étendu sur les réseaux sociaux sur ce qui s'était passé ces jours-là, parce qu'on n'en ressentait pas le besoin et qu'à l'époque, je pense qu'on n'en avait pas la force. Mais j'ai lu tellement de témoignages euh, de femmes qui me disaient merci d'en parler et merci de dire la vérité sur le peu de choses que j'ai dit, que je pense qu'il est peut-être temps de vous raconter ce qui s'est passé. Il faut savoir que la perte de ce bébé arrive dans un contexte déjà bien particulier, parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à gérer. Euh, on était déjà dans une année extrêmement difficile euh, en parlant de santé mentale, de côté financier, du côté familial, de... Voilà, c'était déjà une année très difficile et donc on avait déjà entendu plusieurs fois que c'était la vie et que ça allait finir par tourner, que les galères c'était jamais 203, jamais 304, jamais on était arrivé à jamais 12. Voilà. Et donc le jour où je rentre à la maternité, on se dit avec mon mari que c'est la fin et que là on ne sait pas si on va réussir à passer cette épreuve-là. Parce que autant avant on avait l'impression que la vie était difficile, autant là on se rend compte que l'année d'avant c'était du pipi de chat finalement. Et que là voilà, c'est bon, on avait atteint le fond. Et que ça pour s'en relever, on ne savait pas si on en était capable tout simplement. Et puis je fais donc cette hémorragie de la délivrance et pour moi c'est le truc de trop. Et donc je pars au bloc en me disant que c'est la faute à pas de chance de trop et que je vais mourir dans ce bloc de cette hémorragie parce que la faute à pas de chance, ils vont pas réussir, un caillot ou je ne sais quoi. Et donc je pars au bloc en laissant mon mari dans cette chambre de maternité déjà abîmée par ce qu'on venait de vivre en me disant je le reverrai jamais, je reverrai jamais mes enfants. J'ai tellement de choses à dire à mon mari, tellement de choses à dire à mes filles. Donc je fais littéralement une crise d'angoisse dans le couloir du bloc. Heureusement, fort heureusement, on a une équipe absolument incroyable. Et la sage-femme qui est avec moi depuis la veille et qui restera avec moi jusqu'au lendemain, décide que malgré que ce ne soit pas son rôle, elle va enfiler une tenue de bloc, rentrer avec moi dans le bloc et faire les allers-retours tous les 15 minutes pour aller rassurer mon mari et lui dire que je vais bien et pour revenir avec moi et rester avec moi. Donc c'est ce qu'elle fait. L'intervention est très rapide. Je pense que ça dure une vingtaine de minutes. J'ai l'impression d'y être restée des heures, mais je crois que dans la réalité,
Ça n'a duré qu'une vingtaine de minutes et donc j'avais déjà eu la péridurale pour la naissance du bébé. Et pour cette intervention-là, ils nous font en plus une rachianesthésie. Donc moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible aux médicaments. Voilà, donc péridurale plus rachianesthésie. J'ai été endormie du bas du corps pendant presque 5 heures. Donc en général, on passe 2 heures en salle de réveil. J'y ai passé 5 heures parce que je ne pouvais tout simplement pas bouger les orteils. Donc c'est très long, c'était tellement long qu'ils ont fini par... la salle de réveil s'est vidée en fait. Les autres gens qui ont été opérés en même temps que moi étaient partis depuis bien longtemps. Et donc la dame de la salle de réveil a très gentiment fait une exception, habillé mon mari et l'a autorisé à venir avec moi en salle de réveil pour patienter. Et une fois qu'il était là, je crois qu'on a attendu encore au moins 1 heure avant de pouvoir sortir. Donc lui, là, ça faisait déjà 4 heures qu'il attendait et que les infirmières ne pouvaient lui dire autre chose que il faut qu'elle bouge avant qu'on puisse la sortir. Et moi, il n'y a rien qui se passait. Donc c'était extrêmement long, extrêmement fatigant, extrêmement... J'étais seule, c'était terrible. Et on finit par retourner dans cette chambre vide, sans bruit, où il n'y a pas de pleurs de bébé. Et heureusement, mon mari sait me parler, sait me dire ce qu'il faut au moment où il faut. Donc on arrive à se focaliser sur le fait qu'on ait déjà 2 enfants merveilleux à la maison et que c'est déjà une chance. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance et que nous on l'a eu, que mes premières grossesses elles se sont très bien passées, qu'on a des enfants en bonne santé, qu'on vient de se marier, parce qu'on était mariés depuis 2 mois, et que c'est terrible, mais qu'on va forcément réussir à se relever et que de toute façon on n'a pas le choix de réussir à se relever. Et puis cette sage-femme vient nous voir et en fait à 16 semaines on n'avait pas eu d'échographie pour connaître le sexe de notre bébé et la sage-femme nous avait dit que selon la taille à laquelle il sortirait et selon son état, elle sera en capacité ou non de nous dire. Et donc elle vient nous voir en nous disant qu'elle peut nous présenter notre bébé si on veut et qu'elle est en capacité de nous annoncer son sexe. Et avec mon mari, quand on a su que j'étais enceinte juste avant notre mariage, on a prié pour que ce soit un petit garçon parce qu'on a déjà 2 petites filles et que voilà, mon mari voulait absolument un fils. Moi, je voulais que mon mari soit content et j'ai déjà 2 filles à la maison, donc j'avais moins cette nécessité, mais voilà, on voulait que ce soit un petit garçon. Et en fait, on dit oui et en même temps, est-ce que... De toute façon, on aurait su parce qu'on a demandé à le voir. Et donc, ça se voyait. Mais donc, dans cette chambre-là, trop silencieuse, la sage-femme nous annonce que c'était un fils qu'on a perdu et qu'elle peut nous le présenter parce il est en bon état. C'est comme ça qu'il s'appelle ça. Elle a dit qu'il était beau et elle nous a prévenu qu'il avait les bras croisés comme s'il se faisait un câlin. Donc elle nous apporte notre fils dans un drap blanc qui est lui-même posé dans une petite boîte. Donc une petite boîte pas plus grande que ça. Et on a quelques minutes, quelques courtes minutes pour lui dire ce qu'on a à lui dire, le regarder et le laisser repartir, tout simplement. Et puis bah, on en discute avec la sage-femme de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont déjà une idée, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont fait tout un tas de prises de sang pour vérifier toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infections, voilà. Donc mes prises de sang à moi étaient déjà revenues, donc elle me confirme que, entre guillemets, c'est pas de ma faute. Ça n'efface absolument pas la culpabilité sur le moment. Ça ne l'efface toujours pas, parce que c'est bien dans mon ventre qu'il est décédé, donc c'est forcément de ma faute. Mais
médicalement parlant, j'ai pas de preuve de ça, donc c'est moi et ma culpabilité et comment je dois apprendre à la gérer dans le futur. Et puis elle repart, et puis cette chambre est de nouveau silencieuse, ponctuée uniquement par mes pleurs et ceux de mon mari. Et puis il faut dormir, et le lendemain matin, il faut rentrer à la maison et reprendre sa vie, s'occuper de ses enfants, de sa maison, se lever le matin. Fort heureusement, on est très entouré, c'est-à-dire que quand on revient de la maternité, on avait un déjeuner de prévu ce jour-là. Et non, ça c'était le samedi d'avant. Juste avant que je rentre à la maternité, on avait un déjeuner de prévu. Et au début, j'avais décidé de tout annuler. Et puis finalement, c'est des gens très proches de nous, donc ils sont venus. Et ils m'ont aidé avec le ménage, le linge, etc. Et puis les gens vont se relayer comme ça, sur un petit temps après, pour venir cuisiner un petit morceau, s'occuper des enfants, s'occuper du linge, me ramener mes courses, voilà. Donc j'ai de la chance. Et puis j'ai la chance d'avoir Lucie qui répond au téléphone le jour et la nuit, même si j'ai juste besoin de crier, même si j'ai juste besoin de pleurer, même si... Voilà. Et puis qui vient dès qu'elle le peut, dès que j'en ai besoin, dès que... Voilà, mes copines ont été extrêmement présentes. Mais présentes comme il le faut, c'est-à-dire avec un message auquel j'ai pas forcément répondu tout de suite, mais qu'on laissait un message et qui parfois laissaient des messages juste pour dire on est là et on t'aime, Nana. Est-ce que tu as besoin qu'on prenne les filles? Est-ce que tu as besoin que ceci? Voilà, on a été vraiment très bien entourés, ce qui est important. Et, c'est une chose pour laquelle on est extrêmement reconnaissant avec mon mari. Ça nous a appris beaucoup de choses sur notre couple, la force de notre couple et la force des liens qu'on avait créés avec les gens autour de nous. Et la force des amitiés qu'on avait sur des gens qui ne sont pas des amis, qui sont notre famille, clairement. Et c'est vrai que ces épreuves-là, ça vous montre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Après ça, s'ensuit une période assez vide, très vide. Euh, Mon mari n'avait plus de travail à ce moment-là parce que ça n'allait pas et que ça a fini de tout achever. Mais mon mari était auto-entrepreneur dans le bâtiment et en France, en auto-entreprise, euh, l'arrêt maladie n'est pas quelque chose de correctement mis en place. Donc financièrement, c'est très compliqué. Moi, je suis au chômage à cette époque-là, mais je sais pas quoi faire de ma vie. Voilà. Donc on se laisse porter par les anniversaires, les moments en famille, les jours où ça va un peu mieux. Mais c'est de la survie. Et en fait, c'est de la survie qui est pas bonne parce que du coup, il y a plein de choses qui s'accumulent autour. Parce que quand t'as pas de rentrée d'argent, il faut commencer à tout compter, mais t'as pas la tête, t'as pas l'énergie, tu ne sais plus compter. Donc c'est tout un contexte où ça n'aide pas. Tu sais que ça n'aide pas, mais tu ne sais pas faire autrement. Tu ne sais pas faire autrement parce qu'on est vidé. On est vidé. On se lève parce qu'on a des enfants. On reste en vie parce qu'on a des enfants. On se nourrit pour aller à Edgia et on se lève pour aller à Edgia. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de suite, il n'y a plus. Et moi, je commence à en vouloir à la terre entière que les gens continuent de faire leur vie. À un moment donné, les gens, ils rigolent, ils vont au resto, et des gens qu'on connaît. Et moi, je me dis, mais
comment vous pouvez sortir dehors alors que j'ai si mal à l'intérieur? Et après, je me dis, bah non, Jana, tu peux pas penser ça parce que c'est ta douleur, c'est ton bébé. Donc en fait, les gens autour de vous qui vous connaissent, ils souffrent de vous voir malheureux. Mais il n'y a que Fabien et toi qui puissiez comprendre ça. Donc après, je culpabilise d'avoir pensé ça. Mais à chaque fois que je vois quelqu'un dehors, je me dis, mais je comprends pas. Donc j'en discute brièvement avec un psychologue qui me dit que c'est normal et que c'est des choses qui vont passer et que la colère fait partie des étapes du deuil et qu'il faut la laisser venir, essayer de la comprendre et qu'il ne faut surtout pas combattre ce qu'on ressent dans notre corps. Euh, à la suite de ça, j'ai eu un problème avec la boisson où le matin je me disais que peut-être qu'un petit verre ça aiderait à ce que ma tête arrête de penser, à ce que ma tête arrête de réfléchir, etc. Heureusement que mon cerveau a été plus fort et que j'avais ce truc de tu n'as pas le droit de boire quand les enfants sont à la maison, tu n'as pas le droit de boire si tu dois sortir de la maison avec les enfants, tu n'as pas le droit de boire si tu dois conduire ta voiture. Et ce qui du coup, étant donné que j'avais mes enfants tout le temps avec moi, a fait que j'y ai pensé et c'était déjà un problème, je le savais, mais que je ne le mettais pas en place parce que je m'étais fixé cette limite de tu n'as pas le droit de boire si les enfants sont là. Donc ça, il a fallu gérer aussi. Et en fait, je m'en suis rendu compte toute seule. Et un jour, j'ai dit à mon meilleur ami, je pense que j'ai un problème avec l'alcool parce que j'envisage l'alcool comme une solution à arrêter de réfléchir. Et il est génial parce qu'il m'a dit ok, je suis content que tu m'en aies parlé. Est-ce que tu bois quand tu es toute seule à la maison? Et je lui ai dit mais non, je suis avec les filles. Impossible. Il me dit alors ça va. Je lui dis oui, c'est mais si j'arrive pas le jour d'après et le jour d'après ou le jour d'après. Et il m'a dit bah moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un jour après l'autre et qu'on n'essaye pas de voir ce qui se passera dans 1 ou 2 semaines. Et donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et je pense que il se rend pas compte que ces petits messages de tous les jours pour savoir si j'allais bien, c'était son message où tous les jours je me disais bah il avait raison, aujourd'hui je l'ai pas fait. Ah bah il avait raison, aujourd'hui je l'ai pas fait non plus et ainsi de suite. Et puis une autre copine a finalement sauvé entre guillemets tout ça parce que j'ai une amie à moi qui m'a appelée et qui m'a dit Nana, j'ai une proposition de taf mais c'est maintenant, genre c'est là. Et elle m'a dit c'est fait pour toi, genre voilà, c'est toi. Et je lui ai dit bah ok. Et donc c'est comme ça qu'en janvier j'ai lancé mon entreprise d'assistante freelance grâce à cette copine. Et le fait de reprendre un rythme, avoir un objectif, avoir la tête prise, faire un truc qui me plaît vraiment, euh, les choses elles sont rentrées dans l'ordre petit à petit. J'ai plus du tout pensé à l'alcool, je passais plus toutes mes journées à broyer du noir et à ne penser qu'à ça. Et petit à petit, ça a aidé. Je peux pas dire à aller mieux parce qu'il y a plein de matins où j'ai pleuré en allant au travail et plein de soirs où j'ai pleuré en rentrant du travail. Mais ça a aidé à continuer cette philosophie que m'avait donnée mon meilleur ami de se dire on fait cette journée et on voit après. On n'a pas besoin de se projeter ne serait-ce que sur 48 heures après. C'est trop loin. Là, tu travailles ce matin, on verra ce qu'on fera cet après-midi et comment on se sortira cet après-midi. C'est sur du long terme, c'est un projet à trop long terme. On gère le présent, c'est ce qu'on est en capacité un minimum de gérer, donc on gère ça. Dans tout ce contexte de deuil, de difficulté, de voilà,
je vais être très honnête avec vous et très transparente avec vous. Les relations intimes avec mon mari ne sont pas du tout un sujet parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas le moment, parce que c'est comme ça, voilà. Euh, et du coup, je n'ai pas de contraception à ce moment-là parce que moi j'ai toujours eu un stérilet depuis la naissance de ma première et que, si vous le savez ou pas, le stérilet se pose en position gynécologique, donc c'est-à-dire allongé sur une table avec les pieds sur les étriers. Et donc en tant que femme et en tant que maman de plusieurs enfants, cette position-là, c'est une position où, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais on est habitué à cette position-là. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, surtout que j'adore ma sage-femme et je suis très en confiance avec elle. Donc voilà, sauf que là, mon dernier souvenir de la position gynécologique, c'est cet accouchement. Et donc je n'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie de mettre les pieds à l'hôpital, j'ai pas envie de mettre les pieds dans le cabinet de ma sage-femme, j'ai pas envie. Donc j'en ai parlé à mon mari qui m'avait dit à l'époque, ok, c'est pas grave, on trouvera une autre solution au moment venu. Donc je vis ma vie sans contraception et dans tous les cas, comme je vous disais, on, vit notre vie un peu par automatisme. Donc on ne vit que pour survivre en fait. Donc là, le côté intime n'existe pas à ce moment-là. Et puis bah, quand je reprends le travail, à un moment donné, les choses elles se remettent toutes seules dans le quotidien. Et puis un jour, voilà, il se passe ce qui se passe. Je ne vais quand même pas vous faire de dessin ici. Et je n'ai pas de contraception, mais j'ai une application sur laquelle je note mes cycles tous les mois. Et donc quand même le lendemain matin, je me dis je vais le noter et je vais regarder où j'en étais de mon cycle. Et je vois que je suis à 11 ou 12 jours de mon ovulation, donc je me dis, franchement, on est tranquille, ça craint rien, mais je dis quand même à mon mari, écoute, il faut qu'on parle de contraception, euh, parce que bah, si notre vie reprend, c'est cool, à notre rythme, mais c'est cool. Mais du coup, il faut que ça s'envisage dans la globalité. On est des adultes, on sait comment ça fonctionne. Et surtout, dans cette discussion, j'entends mon mari me dire qu'il ne veut pas d'autres enfants. Il ne veut plus d'autres enfants. Que le décès de notre fils, c'était trop compliqué, trop difficile, trop douloureux, trop, et qu'il veut pas. Il n'est pas prêt à prendre le risque de retenter et que ça arrive, et que pour lui, euh, ça ne... Enfin, ça vaut pas le coup, je sais pas comment vous expliquer ça. C'était trop douloureux par rapport à l'enjeu que c'est, alors qu'il le dit, on a déjà 2 enfants, on est déjà comblé et on est déjà bien comme ça. Donc la douleur que ça a occasionné ne vaut pas ce risque de refaire un enfant alors qu'on est déjà bien à la maison. J'entends ce qu'il dit et je le comprends, mais moi j'ai ce truc de... J'ai toujours voulu plusieurs enfants, du moins depuis que je connais mon mari, j'en veux plein. Et j'ai ce truc de on voulait un troisième. J'ai pas fini avec ma maternité, j'ai pas fini de pouponner, j'ai pas fini de... Voilà. Mais il est clair que c'est pas le moment. Ça, c'est clair. Donc, on discute contraception et je lui dis, bah écoute, je vais prendre rendez-vous avec ma sage-femme pour voir avec elle, discuter avec elle ce qu'il y a d'autre comme contraception. Ou qu'on reparle du stérilet, enfin voilà, d'amorcer ce truc. Et donc là, au moment où on a cette conversation, on est au milieu du mois de janvier. Je reprends le travail, c'est très fatigant, le nouveau rythme. Je travaille à 1 heure de chez moi, donc il y a la route, etc. etc. Mais ça se passe trop bien. On a trouvé une nourrice pour Gia qui est une véritable pépite, et vraiment une véritable pépite. Alia à l'école, ça va. Le nouveau rythme, c'est fatigant pour tout le monde, mais on finit par ajuster
notre rythme, les horaires de coucher, par trouver nos marques et notre organisation. Et franchement, ça se passe bien. Et puis le temps passe, donc il y a plus d'un mois qui passe parce que mi-février, je suis au travail et ma collègue me dit, pendant qu'on se fait un café, j'ai mal au ventre, mais j'ai mal au ventre de mes règles. Ça me tue. Et au moment où elle dit ça, je me dis, bah, moi pas. Moi, j'ai pas mal au ventre. J'ai pas mal au ventre, j'ai pas mes règles. Et donc, je consulte tout de suite, j'ouvre mon application et je vois 8 jours de retard. Et sauf que moi, je suis réglée comme une horloge. Donc là, je me dis, putain. Et je me dis, non. Je suis fatiguée, je viens de changer de rythme. Dernièrement, j'ai accouché. Du coup, forcément, ça provoque un bouleversement hormonal, de cycle, etc. Donc, non, genre, ça va arriver. Et puis, psychologiquement, il y a des fois, elles peuvent se bloquer à cause du stress, à cause d'eux. Donc, je me dis, là, maintenant que j'ai vu que j'avais du retard, d'ici 2 jours, elles sont là et il ne faut pas s'inquiéter. Je laisse passer 2 jours et mon chef prend des croissants, des pains au chocolat un matin et en fait je vais pour croquer dans ce pain au chocolat et au moment où je mets le pain au chocolat dans ma bouche, j'ai cette nausée typique de la femme enceinte et où là je me dis ok là ça craint. Je reste encore dans le déni en me disant non bah vous savez nous à la maison on consomme pas de sucre. Donc là café au sirop de vanille plus une compote plus pain au chocolat c'était le truc de trop. Puis je suis fatiguée, je pense que c'est ça. Et puis bah, le mercredi suivant, force est de constater que j'ai toujours pas mes règles. Donc j'achète un test au drive de Leclerc. Et puis le mercredi matin, je me dis bon, je le fais. Il est négatif, ça déclenche mes règles. Et ou s'il est négatif et que ça ne déclenche pas mes règles, je prends rendez-vous réellement chez ma sage-femme parce que peut-être qu'il y a un autre problème. Le corps des femmes est tellement compliqué, tellement complexe, tellement euh, fluctuant par rapport à tellement de facteurs extérieurs que je me dis peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que cette dernière grossesse, ce traumatisme ou peut-être que l'intervention que j'ai subie pour mon hémorragie a changé quelque chose, abîmé quelque chose, je ne sais quoi. Donc je me dis il faut suivre, c'est important. Donc j'ai Laura, mon petit sucre qui est au téléphone avec moi ce mercredi matin. Et elle me raconte sa vie et je lui dis pendant que tu me racontes ta vie je fais pipi parce qu'il faut que je fasse pipi sur un test. Et elle me dit bah comment ça. Je lui dis non non mais c'est rien, c'est pour déclencher mes règles parce qu'elles n'arrivent pas et voilà. Et donc je fais pipi sur ce test et qui s'avère positif à la seconde. euh, à la seconde, hein, vraiment 2 barres nettes. Je n'ai jamais eu en 3 grossesses précédentes, parce que celle-ci est donc ma quatrième, je n'ai jamais eu de test aussi positif. D'accord. Donc, je vous mettrai une petite photo quelque part de notre tête avec Laura en ce bon mercredi matin de fin février, où on apprend que je suis enceinte et où on apprendra ensuite que ça fait déjà 7 semaines que je suis enceinte. De toute façon, quand j'ai vu ce test, j'ai tout de suite pris mon calendrier et je me suis tout de suite portée sur cette date de ce fameux soir de janvier où la vie a repris son cours, on va dire ça comme ça, et où il aura suffi donc de ce jour-là à 12 jours après mon ovulation, donc où je pensais être tranquille, pour que je tombe enceinte. Pour être très honnête, ma première réaction, c'est avec un grand sourire, et ça n'a duré qu'un quart de seconde, puisqu'après, j'ai eu ce truc de non, non ma belle, te réjouis pas, on vit pas dans le monde des bisounours.
et la vie t'a bien appris dernièrement que tu ne vivais pas dans le monde des bisounours et qu'un test de grossesse positif ne voulait pas dire que tu devais être heureuse. J'ai dû aussi faire ce deuil-là, et en fait ça, il y a très peu de gens qui... Alors il y a très peu de gens à qui j'en ai parlé, je vais être honnête, mais les gens à qui j'en ai parlé n'ont pas forcément compris. Mais moi, Alia et Gia et notre fils, qui étaient donc 3 bébés voulus, je suis tombée enceinte très rapidement. Très très rapidement, en quelques jours. Vraiment, voilà. Donc j'avais cette chance de vouloir un bébé et avoir un bébé. Et autour de moi, j'ai des amis qui ont fait des parcours de PMA ou qui ont mis du temps. Et donc je sais mesurer cette chance de dire je veux un bébé, on est prêt, j'arrête ma contraception, je suis enceinte. Mais du coup, j'étais, parce que je ne suis pas sûre que Fabien l'ait vécu comme ça, mais j'étais dans ce truc un peu de moi, ça ne peut pas m'arriver. Parce que moi, je tombe enceinte facilement, que mes grossesses se passent extrêmement bien, que mes accouchements se sont toujours bien passés et que mes bébés sont en pleine santé. Et quand on a perdu notre fils, j'ai eu ce truc de... Il faut aussi que je fasse le deuil de ce monde idéal dans lequel je m'étais un peu mise, de ça n'arrive qu'aux autres. Et en fait, c'est difficile aussi parce que c'est le deuil de ta sérénité, quoi. Parce que ma grossesse pour Alia et pour Gia, et le début de celle pour notre fils, j'étais tranquille, j'étais sereine, je vivais bien mes grossesses. Et forcé de constater que quand psychologiquement ça va, ta grossesse se passe beaucoup mieux que quand ça ne va pas. Et je peux aujourd'hui en parler avec des preuves, voilà, en ayant vécu les deux. Et il faut faire aussi le deuil de ce truc de bah ça n'arrive pas qu'aux autres et tu n'es pas protégé par une espèce d'étoile magique au-dessus de ta tête. Et ça, c'est aussi un deuil à faire, mais c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Dans tous les cas, on est bien d'accord que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui t'arrive tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Et j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit je ne sais pas quoi te dire parce que je ne l'ai pas vécu et que je pense ne pas pouvoir comprendre. Elle dit je comprends que tu sois malheureuse, je peux comprendre à quel point, mais en fait tant que tu l'as pas ressenti dans tes tripes, et je suis ok avec ça. Je suis ok de dire que je comprends qu'on n'ait pas les mots, qu'on sache pas quoi dire à une amie qui a perdu un enfant et qui a dû accoucher par voie basse et qui a vu son bébé dans une boîte. Je peux comprendre qu'on n'ait pas les mots et c'est ok, mais je vous assure que il y a des fois, c'est des petits trucs minuscules de juste savoir qu'on pense à nous, même si tu sais pas quoi dire, juste qu'on pense à nous, c'est bon et ça suffit. Et dans tous les cas, il y a plein de moments où des copines qui avaient les mots, j'étais pas prête à les entendre. J'étais pas prête à les entendre, j'avais pas envie de les entendre, j'avais pas envie de discuter. Il y a, il y a des moments où ma mère m'appelait pour me dire tu sais, ma puce, je t'assure que la douleur, elle finit par passer. J'ai pas envie d'entendre ça. Il y a un moment du deuil où tu n'as pas envie de l'entendre. Parce que si ta douleur, elle passe, est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu vas l'oublier? Parce qu'il y a toute une réflexion que j'ai maintenant, mais que tu n'as pas sur les premiers temps. Et donc je n'ai pas envie que tu me dises que ma douleur va finir par passer, etc. Parce que je n'ai pas envie que cette douleur, elle passe. J'ai envie qu'elle reste là, j'ai envie qu'on ne l'oublie pas, j'ai pas envie d'oublier son visage, j'ai pas envie... Voilà. Évidemment, on comprend avec le temps que c'est pas parce que la douleur n'est plus présente 24 heures sur 24 que déjà ça veut dire qu'elle n'est plus présente du tout. Et ça veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé ou notre bébé, ou voilà. C'est que le deuil et le temps ont fait leur travail. Mais il y a des fois, ne rien dire, c'est bien parce que nous, on n'a rien envie d'entendre en face. Et ça, c'est ok aussi. Et il faut aussi l'entendre en tant que personne aidante
autour qu'il y a des fois, c'est pas des mots dont on a besoin. C'est juste, voilà, que quelqu'un soit assis avec nous sur le canapé, à partager un café, à regarder les enfants jouer. Et c'est tout. Pour en revenir au moment où j'apprends donc que je suis enceinte, je fais un... J'ai une réflexion qui va très vite dans ma tête. Je ne peux pas le dire à Fabien tant que je ne suis pas sûre que ça va pour ce bébé. Donc Laura est donc au courant puisque Laura était là pendant ce test. Je préviens Lucie et je dis aux filles que tant que je ne suis pas sûre que ce bébé va bien, je ne veux pas qu'on tienne au courant Fabien. Et mon plan, c'était, si ça se passe mal, on vit ça toutes les trois et on ne lui dit jamais. Et si ça se passe bien, on lui dira. Elles ne sont pas spécialement d'accord avec ce plan. Mais moi, ma réflexion était, à cette époque-là, on n'est pas du tout à la même étape du deuil. Et c'est ok, le deuil c'est long et on n'a dans tous les cas pas du tout la même manière de gérer nos émotions et de gérer l'arrivée et la gestion de nos émotions. Donc voilà, je décide de refaire un test, faire une prise de sang, une deuxième prise de sang, de prendre rendez-vous pour une écho de datation, donc d'attendre encore une dizaine de jours sans lui dire. Et j'ai Lucie et Laura pour gérer les émotions à ce moment-là et pour gérer ce moment avec moi. Et puis à un moment donné, je pars faire l'écho de datation, donc je pars la faire avec Lucie. Il me semble que oui, j'ai un doute. Mais en tout cas, je me sers de Lucie comme alibi en disant à Fabien que voilà, elle doit emmener les petites chez le pédiatre, mais que son conjoint n'est pas là et que du coup, avec les trois petites, le temps des vaccins et tout, être deux adultes, c'est quand même mieux et que je vais l'accompagner. Il ne me croit pas du tout. Il me dit je sais que tu me mens, mais je sais pas pourquoi. Donc moi, je lui dis oui, c'était un vendredi matin, assez tôt. Je lui dis oui, un vendredi matin, pas coiffée, pas maquillée, je vais voir mon amant. Et il rigole et puis je m'en vais. Et au retour de cet écho, je passe la porte et il me dit alors comment il va mon bébé? Et je lui réponds de façon ironique en lui disant, en mettant mes mains très loin de mon ventre et en lui disant elle a 9 mois, hein, donc il est temps qu'il sorte quoi. Et je vais dans mon salon. Et j'avais prévu de lui annoncer là si tout allait bien. Donc j'avais prévu une lettre. Et il est en train de gâcher ma surprise en fait. Et du coup, je lui dis de venir s'asseoir avec moi et je lui donne la lettre. Et en fait, quand il prend la lettre, il me dit mais je sais ce que c'est. Et je lui dis mais ouvre. Et il me dit mais je sais ce qu'il y a écrit dans la lettre. Et je lui dis écoute, sois pas chiant, ouvre. Bon, s'il te plaît. Et donc il ouvre et donc en effet, c'était une lettre d'amour. Et à la fin de cette lettre d'amour, je lui disais que j'étais de nouveau enceinte, etc. Il était content parce que ça allait bien, parce que je lui ai dit que ça allait bien. Mais il maintenait son idée qu'il n'était pas prêt et qu'il n'avait pas envie et que ça lui faisait peur. Et en pleurant, je lui ai dit que je comprenais parce que ça me faisait extrêmement peur à moi aussi et que j'avais pas spécialement envie. Mais qu'on est adulte et on sait comment on fait les bébés. Donc on ne peut pas ne pas prendre de contraception et après être surpris que je sois enceinte. Et il me dit qu'il est totalement d'accord avec ça et avec ce raisonnement. Et je lui dis que dans tous les cas, je ne pouvais rien faire contre ce bébé. Il était hors de question de parler d'avortement et il est à 100% d'accord avec moi aussi. Donc on en vient à la conclusion que ce bébé, il est là et que on va devoir suivre
sa volonté à lui de s'être installé et voir ce que ça donne et gérer nous, nos émotions à côté. Et c'est le début d'un long processus qui, je pense, fait partie du processus de notre guérison. Mais qui, ce jour-là, là, autour de cette table, commence par beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, Beaucoup, trop même. Parce qu'autant être enceinte, ça demande de l'énergie. Mais alors, apprendre qu'on est enceinte après avoir perdu un enfant, et puis du coup, pour le coup, pas très longtemps après avoir perdu un enfant, c'est une énergie autre. C'est un besoin énergétique, psychologique autre, d'un autre niveau. Mais on verra dans l'épisode 2 de ce journal de bord de grossesse que ça finit par le faire et que le soleil finit par revenir là où on ne voyait que des nuages.